Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à Sur la glace, édition du 18 janvier 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout, j'espère que comme moi, vous êtes heureux du retour de la Ligue nationale de hockey. C'est notre 13e édition de la saison 2020-21. Plusieurs choses au menu aujourd'hui. On va s'entretenir avec deux entraîneurs-chefs du circuit Courteau, soit Bruce Richardson de l'Armada de Blainville-Boisbriand et Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke. Stéphane Julien qui est aussi le directeur général de la formation et qui est très actif par le temps qui court puisque le Phoenix plutôt a décidé de se ranger dans le camp des vendeurs durant cette période de transaction. Donc, ça bouge beaucoup dans les cantons de l'Est. On va également s'entretenir un petit peu plus tard dans notre balado-discussion avec un ancien de la LHJMQ, l'attaquant Jeffrey Truchon-Viel des Sharks de San Jose. Oui, il s'est taillé une place sur l'équipe volante, si on veut, le squad de réserve, le taxi squad des Sharks de San Jose. Alors, vendredi, je me suis entretenu avec lui. Je vais vous présenter cette courte entrevue avec ce joueur qui n'a pas suivi le chemin habituel dans la Ligue de hockey junior major du Québec, soit celui d'être repêché après son année de 17 ans, de signer un contrat professionnel. Non, dans son cas, ça a été après sa saison comme joueur de 20 ans avec le Titan d'Acadie Batters, avec lequel, faut-il le rappeler, il a remporté la Coupe Memorial en 2018. Donc, il en est à sa troisième année dans l'organisation des Sharks et après 2 ans dans la Ligue américaine, il a la chance là, de s'entraîner avec les ténors des Sharks de San Jose. Donc, on l'a rejoint en Arizona un petit peu plus tôt vendredi à Glendale en Arizona. On va s'entretenir avec lui. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Je vous disais il y a quelques instants que ça a été le retour de la Ligue nationale de hockey cette année. Je pense que cette semaine, je pense que ça a été un baume là, sur tout ce qu'on vit présentement, le confinement, le couvre-feu et tout ça. Mercredi dernier, lorsqu'on a eu droit au premier coup de patin de la saison du Canadien, des autres équipes de la Ligue nationale. Jeudi, on a suivi les débuts avec les Rangers d'Alexis Lafrenière. Je pense que tout ça, là, ça nous fait un bien énorme. Et quand on regarde la façon dont le calendrier est fait cette année, il y a beaucoup de matchs. Le Canadien a eu un calendrier, je dirais, un petit peu tranquille en début de calendrier. Là. Il a joué mercredi, samedi, joue ce soir, lundi. Mais là, on voit mercredi, jeudi, samedi, plusieurs matchs pour le Canadien sur la côte ouest. Donc, c'est vraiment intéressant là, de suivre qu'est-ce qui va se passer. On a fait nos poules de hockey, on a fait nos prédictions. Bref, la saison de hockey est en marche et j'espère que ça va bien se passer, que ça va bien fonctionner. Au niveau amateur, la Ligue de hockey junior major du Québec va reprendre ses activités ce vendredi avec 7 matchs. On n'a pas joué au hockey junior dans la LHJMQ depuis la fin du mois de novembre, depuis cette expérience dans la bulle à Québec. On avait décidé au début décembre là, de tirer un trait là-dessus et d'attendre en janvier 2021. Nous y sommes. Les joueurs terminent leur quarantaine cette semaine. Alors, il en sera évidemment question avec mes deux invités, Stéphane Julien et Bruce Richardson, qui sont à préparer leur équipe justement aujourd'hui même pour le retour en action vendredi. Écoutez, j'ai quasiment le goût le vendredi de vous donner le. Il y a 3 matchs dans les maritimes. Cap-Breton sera à Charlottetown, Halifax à Moncton, Bathurst à Saint John. Et il y a également 4 matchs dans les 4 bulles. Shawinigan va jouer contre Rouyn-Noranda à Shawinigan. Drummondville va jouer contre Val-d'Or à Drummondville. Rimouski va jouer contre Boisbriand à Rimouski. Et Chicoutimi va jouer contre Sherbrooke à Chicoutimi. Et les 4 autres équipes qui ne jouent pas vendredi vont entrer en action samedi dans les 4 bulles au Québec. On va faire ça pour un week-end. Et le week-end suivant, soit le week-end du 29 janvier, là, on va entreprendre une bulle de 9 jours où on va jouer 6 matchs par équipe. Donc, si tout se passe bien, là, d'ici au 7 février, chaque équipe de la LHJMQ va avoir joué entre 7 et 8 matchs, que ce soit dans les Maritimes ou au Québec. Alors, la saison va reprendre finalement. On verra comment ça va se passer par la suite. La période des transactions se poursuit évidemment dans la Ligue junior majeure du Québec. On l'a allongée jusqu'à lundi prochain. Donc, lundi prochain, dans notre balado, on aura le portrait final là, de toutes les transactions. Ça va se terminer le 25 janvier à midi. Il y en a eu quelques importantes au cours de la dernière semaine. Je vous parlais de Sherbrooke tantôt. On a échangé l'attaquant de 18 ans, Patrick Gay aux Islanders de Charlottetown, obtenant en retour Justin Gill et 2 choix de première ronde. Donc, le Phoenix qui s'est vraiment tourné vers l'avenir. Il ne faut pas oublier qu'on avait échangé un peu plus tôt
Jackson Bellamy également à Bathurst. On avait échangé Benjamin Tardif à Victoriaville. En début de période de transaction, on avait échangé Bailey Peach aussi. Et il reste toujours un gros morceau à échanger, soit Samuel Poulain. On va en parler tantôt dans l'entrevue avec Stéphane Julien. Parmi les autres, l'autre grosse transaction de la semaine, elle est survenue du côté de Boisbriand, où on a fait l'acquisition du défenseur Christopher Merisier-Ortiz du Drakkar de Bécomo. C'est en retour Andrew Belchamber, un choix de première ronde et deux choix de deuxième ronde. Donc, l'Armada, faut-il le rappeler, est premier au classement général, 8 victoires et aucune défaite dans le début de saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, là, mais oui, c'est une équipe qui a 8 victoires et aucune défaite. Avant de vous présenter ma première entrevue avec Bruce Richardson, je veux également parler de dossiers qui retiennent l'attention. Il y a le dossier Joshua Roy avec les Sea Dogs de Saint John. Joshua Roy n'est pas retourné à Saint John après la période des fêtes, a demandé une transaction. Et on semble marcher sur des œufs dans ce dossier-là. C'est très difficile, autant du côté des agents de Joshua Roy, la firme Momentum avec Olivier Fortier, que du côté des Sea Dogs, d'obtenir leur juste. Trevor Georgie, le DG, ne veut pas trop commenter ce qui se passe. Chose certaine, il semble assurer que d'ici à lundi prochain, l'excellent espoir Joshua Roy, qui avait été, faut-il le rappeler, le premier choix de toute la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2019, qui n'a que 17 ans, qui est un excellent espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale cette année. Semble que le divorce va se consommer avec les Sea Dogs. Les Sea Dogs sont gourmands dans cette transaction-là. Certains DG m'ont parlé d'une valeur de 5 choix de première ou de deuxième ronde. C'est énorme. Oui, Joshua Roy a du talent, mais en temps de pandémie comme ça, est-ce qu'une équipe va être tentée d'aller faire son acquisition? On verra bien. Il y a le dossier Zachary Bolduc également à Rimouski. N'a pas demandé à être échangé, sauf que comme l'Océanique a fait pas mal maison nette et qu'on a échangé la plupart des vétérans autour de Bolduc, bien, ça devient peut-être difficile pour un jeune comme Zachary Bolduc, 17 ans, qui est aussi un espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale cette année, de peut-être se faire valoir adéquatement. On a échangé Isaac Béliveau du côté de Gatineau, on a échangé Justin Bergeron, Zachary Masticotte du côté de Shawinigan. Donc ça, c'était les 3 meilleurs défenseurs de l'équipe. On a échangé Andrew Coxted également à Gatineau. Alors, Bolduc se retrouve un peu seul. Est-ce que Serge Beausoleil sera tenté de transiger son jeune espoir? Dans ce cas-là aussi, ça va coûter très cher. Et parmi les vétérans aussi, outre Samuel Poulain, qui sont toujours sur le marché, on entend évidemment les noms d'Alex Bocage et de Samuel Régis des Huskies de Rouyn-Noranda, de même que celui de Dawson Mercer du côté des Saguenay-Chicoutimi. Est-ce que tous ces joueurs-là vont trouver preneur? Les équipes qui achètent présentement, qui sont à la recherche de joueurs qui veulent s'améliorer, bien, évidemment, il y a les Foreurs de Val-d'Or, il y a l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Tigres de Victoriaville ont fait des transactions dans ce sens aussi. Est-ce que les Islanders de Charlottetown peuvent être dans le portrait? Est-ce que les Sea Dogs de Saint John également, qui sont un peu entre deux chaises, et aussi avec le dossier dont je vous parlais, Joshua Roy, est-ce qu'il pourrait être tenté de reculer d'un an ou de tenter quand même de s'améliorer cette année? Alors, on va être fixé lundi prochain, au plus tard, le 25 janvier. Donc, tout de suite, je vous présente ma première entrevue de la semaine avec Bruce Richardson de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, en ce 18 janvier. Bruce qui prépare sa formation à revenir au jeu vendredi soir à Rimouski dans la bulle. L'Armada va jouer contre l'Océanique vendredi et contre les Remparts samedi. On parle un peu avec lui de comment ça va se passer dans cette bulle-là et aussi évidemment de l'acquisition de Christopher Merisier-Ortiz et de la suite des choses pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc voici Bruce Richardson, entraîneur de l'Armada. Notre invité, ben, c'est l'entraîneur-chef de l'équipe qui est au premier rang du classement général de la Ligue junior majeure du Québec. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de match qu'on a tendance à l'oublier, mais Bruce, jusqu'à preuve du contraire, vous avez encore une fiche parfaite, 8 victoires, aucune défaite. Et là, vous reprenez finalement, comme toutes les équipes, l'action vendredi. Parle-moi un peu peut-être d'abord de la fébrilité qu'il y a dans le vestiaire de l'Armada, de reprendre finalement les activités. Là. Moi, je pense que les gars sont vraiment excités. Là. Je pense depuis qu'on sait qu'on va avoir des matchs là, à la fin du mois et au début février, je pense que tu as vu l'intensité augmenter là, au niveau des entraînements. Puis les gars sont excités. Ils savent qu'on est dans une situation différente des autres années. Puis je leur lève mon chapeau parce qu'ils venaient à l'aréna quand même sans savoir au début qu'est-ce qui était pour arriver. Ils venaient, puis ils travaillaient, puis
il avait une bonne esprit pour. Puis il espérait qu'on ait des games, mais je te dirais que là, sachant qu'on a des games, là, l'intensité est là et puis le sourire est dans les faces de tous les joueurs. On parle là, de 2 matchs pour vous à Rimouski en fin de semaine. Vous allez jouer contre l'Océanique, les Remparts. Après ça, vous revenez à la maison. Puis là, vous rejouez 6 matchs à Drummondville dans une bulle. Est-ce que ça va fonctionner pareil comme à Québec? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, la première bulle, c'est sûr que c'est une bulle un petit peu plus courte. Là. Premièrement, aujourd'hui, là, depuis, je te dirais, le 8 janvier, tous les joueurs sont en quarantaine. Fait qu'ils ont le droit de fréquenter l'aréna et puis retourner après ça à leur pension. Et puis aujourd'hui et demain, les joueurs devaient tous aller se faire tester. Alors, avant de rentrer dans la bulle jeudi, c'est sûr que tous les joueurs, faut qu'ils soient négatifs et le staff. On a le droit d'emmener un maximum de 32 personnes là, au niveau de la bulle. Après ça, on va revenir dimanche. Et puis, le processus là, va continuer au niveau de rentrer là, comme encore en quarantaine, rester là, pension Arena pour une autre semaine avant de partir pour Drummondville. Et puis, un coup qu'on va être à Drummondville, ça va être similaire comme quand on était à Québec au niveau là, d'être à l'hôtel puis vraiment être les seuls dans un coin de l'hôtel et puis nos repas et l'autobus qui va être vraiment désigné à nous. Et puis, ouais, des périodes d'études, évidemment. Et puis, ça devrait être similaire, là, surtout la deuxième bulle à Drummondville, comme qu'on était à Québec. Alors, même si vous êtes seulement à quoi, là, 75 minutes de la maison, pas question de revenir entre les matchs. Il faut rester à Drummondville tout le temps. Là. Exactement. Fait que nous autres, on va partir là, le vendredi et puis je pense que si je ne me trompe pas, là, je regarde mon horaire là, le 29 et puis on va revenir après notre match du 7 février. Fait que écoute, c'est plaisant honnêtement pour être avec les joueurs 24 heures sur 24. On apprend vraiment à connaître les joueurs de A à Z que normalement on ne les voit pas agir là, soit au repas ou le soir quand on va faire les curfew checks et on est vraiment avec eux autres. C'est nous autres en plus qui fait les séances les périodes d'études, c'est nous autres qui supervisent les périodes d'études. Je m'improvise en professeur, mais on apprend vraiment à connaître les joueurs dans toute leur dans toute leur comment ils sont là, les comiques, les tranquilles. Fait qu'on sait c'est qui nos clowns dans l'équipe. En conversation avec Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada. Bruce, vous aviez acquis Mathias Laferrière en octobre. C'était déjà une acquisition importante. Et là, vous êtes allé chercher au cours des derniers jours Christopher Merisier-Ortiz, qui est un des défenseurs là, par excellence dans le circuit cette année. 12 mentions d'aide, je pense, en 15 matchs depuis le début de la saison. On a payé le prix, mais qu'est-ce qu'il apporte, ce bonhomme-là, dans ton équipe? Bien, premièrement, on va commencer avec Mathias Laferrière. On le sait que là, le fait que Springfield, eux autres, ils n'ont pas embarqué là, dans la relance de la Ligue américaine qui split des équipes. On s'attend, là, on devrait avoir des nouvelles cette semaine. On s'attend qu'ils restent avec nous autres à 100% là, pour le restant, la durée le restant de la saison. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Puis je pense que Mathias aussi, le fait qu'il va pouvoir jouer et avoir du temps de qualité aussi, ça va être bon pour son développement pour l'année prochaine quand il va retourner au camp de Saint-Louis. Au niveau de Christopher Ortiz, ben pour nous autres, on voulait on a quand même une bonne profondeur à la défense, mais on voulait vraiment solidifier notre top 6. Et puis, je pense qu'avec lui, on va amener un élément où ce que la POC va quand même sortir aisément là, de notre zone. C'est un gars qui a un bon hockey sense. C'est un gars qui patine bien. C'est un gars qui va aider aussi sur notre jeu de puissance, c'est peut-être une des choses qui était un peu négative depuis le début de l'année. Fait que tout ça fait en sorte qu'on a été chercher. Puis le fait que je le connaissais aussi au niveau à l'extérieur de la glace, c'est un gars que j'ai côtoyé depuis qu'il est jeune. Sa mère et puis ma femme, c'est des amis d'enfance. Fait que la transition va se faire quand même facile. Il se rapproche de chez eux. Il reste à 5 minutes de l'aréna. Fait qu'il est extrêmement... C'est pas un gars qui a beaucoup d'émotions. C'est un gars extrêmement tranquille, mais c'est un gars qui est vraiment extrêmement content là, de s'en venir ici puis d'avoir une chance de peut-être gagner cette année. Oui, c'est un choix de première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec aussi. C'était un coéquipier, les gens l'ont peut-être oublié, d'Alexis Lafrenière à l'époque avec Saint-Eustache. Puis moi, je me souviens de l'avoir vu jouer à ce moment-là aussi. Puis c'est un gars dont on parlait beaucoup. Puis il a une belle carrière junior. Puis c'est un gars normalement qui devrait revenir comme joueur de 20 ans l'an prochain avec l'Armada aussi. Donc, ça explique un peu qu'on n'a pas hésité à payer le prix, c'est ça? Bien, tu sais, on n'a pas hésité à payer le prix. Puis, tu sais, dans le fond, là, quand tu aimes un joueur, puis je veux dire, tu payes qu'est-ce que tu as à payer pour essayer d'acquérir ses services. C'est ça qu'on a fait. Puis on s'est dit, on a tellement beaucoup de 19 ans de qualité dans notre équipe
Puis l'année prochaine, on va le droit d'en garder juste 3. Fait que c'est sûr et certain que les 19 ans qu'on a dans notre équipe présentement, on va faire qu'on fasse des choix déchirants, mais comme je dis tout le temps, on traversera le pont, mais qu'on arrive au pont. On se concentrera sur l'année prochaine, puis on prendra des décisions l'année prochaine, mais ces joueurs-là, ils ont aussi une valeur, puis je suis convaincu qu'ils vont se retrouver des spots là, dans la ligue. Fait que pour nous autres, c'est important d'aller chercher un joueur parce que si on veut se rendre quand même assez loin des séries, je pense que ça prend de la profondeur. On le voit là, présentement avec les Canadiens. Les Canadiens ont du succès parce qu'ils ont de la profondeur, sont capables de rouler à 4 lignes, 6 défenseurs, 2 goalers, puis c'est ça qu'on veut. On va avoir cette identité-là, qu'on peut utiliser tout le monde. Puis on sait que on savait que d'ici à la fin de l'année, c'était pour être exigeant. Si on revenait, là, les games, ça va être, on joue 6 games en 10 jours quand on va aller à Drummondville. S'il y a d'autres bulles, les séries, on sait que ça va être condensé. Fait que c'est pour ça que nous autres, on veut avoir beaucoup de profondeur pour essayer de se rendre le plus loin dans les séries. Quel est l'état de santé de Simon Pinard? Simon Pinard, il a eu le feu vert pour recommencer le contact. Il a recommencé là, depuis le 11 janvier, là, depuis qu'il a vu son chirurgien là, qui l'a opéré. Il a donné le feu vert. Là, ça va être de prendre une décision à savoir comment il se sent, s'il se sent en confiance. Mais je vais être bien honnête, je me sens qu'il va être prêt à jouer vendredi. Mais jeudi, on va réévaluer la situation. Là, mais ça va très, très bien là, au niveau de sa réhabilitation. Puis depuis qu'il a recommencé à faire du contact, il se sent quand même extrêmement bien. Fait que, on va lui donner une coupe de pratique encore cette semaine avec du contact. Puis on va prendre une décision jeudi. Bruce, on pose la question un peu à tous les dirigeants d'équipe qui sont dans votre situation et qui essayent de gagner cette année. On pense au Foreurs de Val-d'Or, évidemment. On pense aux Islanders de Charlottetown, au Tigres de Victoriaville aussi, qui ont fait des gestes pour s'améliorer. Mais on n'est pas certain cette année de que sera fait le mois d'avril, le mois de mai, et à la rigueur, même le mois de juin. Va-t-il y avoir une Coupe Memorial? Est-ce que ça, c'est un peu inquiétant? C'est dans votre tête tout le temps, là? Ben, premièrement, Stéphane, je serais extrêmement menteur de dire que c'est pas dans nos pensées. C'est sûr que c'est dans nos pensées, puis c'est dans nos discussions quand on veut améliorer l'équipe. Mais je me dis, la Ligue fait tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse jouer des matchs de saison régulière. Fait que je ne vois pas pourquoi on ne jouerait pas des séries éliminatoires. Je pense pas que la Ligue, avec tous les efforts qu'ils ont faits, vont reculer. Je pense qu'ils vont continuer à travailler fort dans le but qu'il y ait le plus de matchs possible de saison régulière pour qu'on puisse rentrer dans les séries. Ça, c'est un. Deux, je pense qu'au niveau de la société, on fait beaucoup d'efforts dans le but de diminuer les cas. Puis je me dis, on arrive plus vers la fin que vers le début. La vaccination, là, d'après moi, dans les prochaines semaines, ça va aller encore. Il va y avoir encore plus de vaccination. Fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup moins de cas. Fait que, puis quand on va arriver vers le mois de mars, avril, mai, on l'a vu l'année passée, les cas ont diminué sans qu'on ait la vaccination. Fait que je me dis les cas vont sûrement diminuer. Fait qu'on va pouvoir peut-être reprendre, je dis pas normalement avec des partisans, mais je pense qu'on va pouvoir reprendre ça, c'est moi qui parle, là. Une vie peut-être plus normale, puis on va pouvoir continuer à jouer. Fait que c'est pour ça que on est rendu là dans notre cycle. C'est plate que dans notre cycle, on soit rendu là puis qu'il y ait une pandémie. Mais je pense que les gars qui sont avec nous autres depuis 2 ans et demi, qui étaient là, il y a 2 ans, quand on a tout fait les échanges, méritent qu'on essaie d'améliorer de l'équipe, méritent qu'on leur donne les outils nécessaires pour gagner. Et puis, qu'est-ce qui arrivera, au moins, on va en faire les efforts et on va être prêts si ça va comme prévu. Tu parles de shopping. Je sais que tu vas me dire peut-être que c'est plus le directeur général à répondre, mais il reste des joueurs intéressants sur le marché. Moi, j'entends plein de rumeurs. Alex Beaucage à Boisbriand, Samuel Poulain à Boisbriand. Est-ce que votre shopping du temps des fêtes est terminé? Il reste une semaine. Le lundi prochain, à cette heure-ci, on va être fini la période des transactions. Là. Bien, est-ce qu'elle est finie? C'est sûr et certain que si on pourrait rajouter un Bocage, que ce soit un Mercer, que ce soit un Poulain ou un joueur d'impact pour rentrer dans notre top 6, comme je t'ai dit, encore une fois, ça va rajouter que là, on va être 4 lignes solides. Mais c'est sûr et certain que connaissant l'organisation, que ce soit avec Joël ou avec Pierre, on ne se déculottera pas pour l'avenir pour améliorer l'équipe. Je veux dire, on a des assets, là, excuse du terme anglais, mais c'est sûr et certain que il faut passer quand même à l'avenir. On veut être compétitif l'année prochaine puis dans 2 ans. Fait que je suis convaincu que si le prix est bon puis que ça fait du sens pour les 2 équipes, ça va se faire. Mais je pense pas que Pierre va décider de laisser aller beaucoup de choses pour essayer de s'améliorer.
Puis la fiche parfaite de 8-0, est-ce que c'est quelque chose qui vous motive? Il y a un record au bout de ça, quelque chose comme ça? Ou l'Armada a déjà commencé une saison avec 10 victoires? Puis... Ouais. Ben, pas, non, vraiment, tu sais, c'est honnêtement, pour nous autres, le groupe d'entraîneurs, je pense que c'est ça le plus gros défi là, en rentrant dans la bulle, c'est de ne pas rentrer dans une zone de confort, de ne pas être complaisant dans la manière qu'on joue. Il y a une raison pourquoi on est 8-0. Et puis, il faut continuer à jouer. Même, je pense que ça n'a pas été parfait. On a trouvé des moyens de gagner, mais si on veut, il y a des manières qu'on veut gagner des games. Puis on a mis beaucoup d'emphase sur ça là, sur les 3 dernières semaines. T'sais, fait qu'on n'en parle pas bien parce que le fait que ça fait quand même un bout. Nous autres, on se concentre sur le prochain match et tout le temps de gagner le prochain match. Il y a un processus pour te rendre aux séries, puis on veut vraiment travailler sur ce processus-là. Mais c'est sûr et certain que c'est des jeunes. Je suis convaincu qu'en arrière de leur tête, ils pensent puis ils veulent garder ça la fiche de défaite à 0. Puis c'est dans ce but-là qu'on va travailler. Puis on va se concentrer sur le prochain match qui est Rimouski. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Ben, effectivement, vendredi 22 janvier à Rimouski, mais si j'ai bien vu, c'est l'Océanique qui visite l'Armada à Rimouski vendredi soir, c'est ça? Exactement. On va être les locaux et puis samedi, on joue contre Québec et on va être les visiteurs. Ouais. Fait que, ça fait drôle, mais écoute, comme que j'ai dit là, en début d'entrevue, là, on est tellement privilégié, Stéphane, de pouvoir jouer, de pouvoir coacher, de pouvoir être à l'aréna à chaque jour. Puis c'est ça que j'ai dit aux gars, il faut profiter du moment parce qu'il y a beaucoup de jeunes, puis ça fait beaucoup jaser qui peuvent pas jouer. Le fait qu'on est dans une bulle, le fait qu'on se fait tester quand même souvent, puis on est dans une zone protégée, fait en sorte qu'on peut jouer. Puis je lève mon chapeau à la Ligue de continuer à travailler fort dans le but de jouer puis d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on vit présentement. Puis il ne faut pas l'oublier, il faut leur donner crédit à la Ligue parce que ça prend, excuse du terme, mais ça prend des couilles pour pouvoir continuer à vouloir que ça fonctionne. Et tu as bien raison de le mentionner. Merci beaucoup, Bruce, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt, on espère, dans un aréna. Merci. Oui, j'ai hâte que tu viennes me voir là, dans mon bureau puis tu viennes t'asseoir qu'on puisse jaser face à face. J'ai pas mal hâte, moi aussi. J'ai vu 3 matchs sur place depuis le début de l'année. C'est pas beaucoup. Merci beaucoup. Good. Salut Stéphane, merci. Alors voilà, c'était Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand. 8 victoires, aucune défaite pour l'Armada. On joue contre Rimouski, qui est une équipe jeune. On joue contre les Remparts, qui sont une équipe jeune. Est-ce que cette séquence pourrait être augmentée à 10 au cours du week-end prochain? C'est bien possible. L'Armada qui a un bel équilibre à toutes les positions et qui, soit dit en passant, a gagné 8 matchs en début de saison en utilisant 3 gardiens de but différents. Les 3 gardiens qui ont disputé au moins un match et n'ont pas subi la défaite. Miguel Tourigny, faut-il le rappeler, avait connu un début de saison du tonnerre, le défenseur. Alors, avec Maurice Ortiz, ça pourrait faire un excellent duo à la ligne bleue de l'Armada. Et ne comptez pas sur l'Armada pour avoir terminé. On en a parlé un peu là, avec Bruce, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres acquisitions qui pourraient venir. On parle beaucoup d'Alex Bocage. Il y a une filière entre l'Armada et les Huskies. Pierre Cloutier, le DG de l'Armada, est un ancien de l'organisation des Huskies. Est-ce que Bocage et même Samuel Régis, le défenseur, pourraient être dans le portrait pour l'Armada? Et il y a évidemment Samuel Poulain, qui est originaire de la Couronne Nord de Montréal et qui pourrait être une acquisition importante. Reste à savoir maintenant si on voudra payer le prix demandé par Sherbrooke. Ça reste à voir. Parlant de Sherbrooke, ben, ça bouge beaucoup du côté du Phoenix. Je me suis entretenu également ce matin avec Stéphane Julien, directeur général et entraîneur-chef du Phoenix. On a laissé aller beaucoup de vétérans au cours des derniers jours. On a fait l'acquisition il y a quelques instants. Là, on enregistre l'émission en début d'après-midi, en ce 18 janvier. Lorsque j'ai parlé à Stéphane, la transaction avec les Olympiques n'était pas faite, mais on est allé chercher Milo Rollins également à Gatineau. Alors, j'en parlerai pas dans l'entrevue parce que, comme je vous dis, ça a été enregistré vers 11h30 ce matin dans le cas de Stéphane Julien. Mais le Phoenix est très actif et il a fait, je dis, il a fait une croix sur la saison. C'est sûr que ce n'est pas parce que tu échanges tes vétérans que tu ne veux plus gagner. Mais c'est certain là, que Sherbrooke n'a plus la même profondeur, n'a plus la même formation que lors de la dernière saison où cette équipe-là aurait peut-être pu tout gagner. La bonne nouvelle, et vous allez voir Stéphane Julien en parler dans l'entrevue, le gardien slovaque Samuel Lavaille est de retour et lui, il ne sera pas échangé. Voici donc cet entretien avec Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke. 0.
Notre invité, le directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien. Stéphane, est-ce que tu te souviens comment coacher un match? Parce que vendredi, lorsque vous allez retourner au jeu, là, ça fait plus de 2 mois que le Phoenix de Sherbrooke n'a pas joué de match cette saison. Vous avez seulement 5 matchs de jouer. C'est quoi, le 7 novembre, je pense, la dernière fois? Comment on vit ça présentement dans l'entourage de ton équipe, hein? C'est sûr que si je te parle d'avant les fêtes, là, c'était quand même assez difficile pour la motivation des joueurs. On a essayé, comme coach, de se refaire un petit peu nos devoirs puis essayer de motiver nos joueurs pour les entraînements. Mais depuis qu'on est revenu le 4 janvier, on a un objectif puis on a vraiment vu une belle énergie de nos joueurs jusqu'à maintenant. Je pense que les gars sont contents de jouer et puis on a eu des bonnes semaines de pratique. Alors, nos 4 derniers jours là, qui s'en viennent, on va peaufiner des petits trucs. Mais je trouve que l'ambiance est super bonne. Évidemment, avec fête, là, je vais te dire honnêtement, là, c'était dur pour les gars. Mais je vois quand même là, que depuis qu'on est revenu, là, qu'ils ont retrouvé leur famille, on est revenu au jeu. Je pense que les gars sont motivés. Là, vous n'aviez pas participé à la bulle de Québec en raison des circonstances. Là, vous allez jouer 2 matchs en fin de semaine, puis après ça, vous allez faire partie de la bulle à Drummondville. Donc, on parle de 8 matchs là, dans un espace de quoi, peut-être 2 semaines. Ça va vous remettre dedans vraiment. Vous allez jouer plus de matchs en 2 semaines que vous en avez joué en 4 mois, dans le fond, là. Oui, c'est clair. Pour faire des modifications, il n'y a rien de mieux. Écoute, on a retrouvé aussi notre gardien, Lavaille. Je pense que ça va redonner un petit peu de boost à notre équipe. Je ne lance pas la pierre là, à Simon, mais tu lances dans la mêlée un jeune de 17 ans, un petit peu sous pression. Ça n'a pas été le départ idéal. Alors, le retour de Sam Lavaille, ça a comme donné aussi un petit peu confiance à notre équipe là, depuis le retour des fêtes. Et puis, je vois ça positivement. Jouer beaucoup de matchs, il faut donner du millage à nos joueurs, faire des correctifs. Alors, c'est une bonne nouvelle. Stéphane, vous avez opté finalement à l'option vendeur pour cette période de transaction-là. On ne saura jamais ce que la merveilleuse équipe que vous aviez l'an passé aurait pu faire. Là, je regarde ça. Patrick Guay est parti, Jackson Bellamy est parti, Bailey Peach est parti, Tardif est parti. On parle évidemment de Samuel Poulain, probablement qui va partir aussi d'ici lundi prochain. Est-ce que ça devient plus difficile de motiver les vétérans, surtout qui restent en ce moment? Là, les jeunes, oui, on veut jouer, on va avoir du temps de glace, mais pour les plus vieux, tu as parlé de Samuel Lavaille, je pense à un gars comme Xavier Parent, mettons. Puis... Bien, c'est sûr qu'on leur parle au quotidien aux gars. Puis mon but, c'est pas d'être bon dans 4 ans, c'est d'être bon rapidement dans les 2 prochaines années. On rentre beaucoup de joueurs de 17 ans en ce moment et puis ça va faire que d'ici 2 ans, on va déjà très bon. Alors, des gars comme Parent, il va être encore là l'année prochaine comme 20 ans. Je pense qu'il peut faire partie de notre futur là, pour justement monter les jeunes. Il est arrivé vraiment très motivé, Xavier, cette année. Honnêtement, là, il fait un job incroyable. C'est un bon leader. Puis, tu sais, je vois pas ça comme utiliser tous nos choix de repêchage puis rebâtir à zéro. On veut être bon dans 2 ans. Puis, c'est une décision aussi de notre conseil d'administration de dire on n'a pas de spectateurs. On a eu une très bonne saison l'année passée. On a donné de l'expérience à notre équipe là-dedans. Je pense que le fait d'avoir de bons joueurs, d'être capable d'avoir une bonne valeur pour ces joueurs-là et de rebâtir rapidement, c'est un petit peu le but que j'essaie de faire en ce moment. Échanger Samuel Poulain, ça ne doit pas être quelque chose de facile non plus dans la conjoncture actuelle parce que les équipes, oui, c'est un excellent joueur, puis on voudrait aller le chercher pour essayer de gagner, mais j'imagine qu'on essaie de négocier à la baisse un petit peu parce qu'il y a des risques toujours qu'un peu comme l'année passée, ce qui est arrivé à Sherbrooke, arrive à une équipe qui fasse beaucoup d'acquisitions cette année. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il faut que tu donnes des clauses que si jamais il n'y a pas de saison, il y a certains choix ou certaines clauses qui vont être appliquées, quoi. Bien, les clauses COVID pour les gars de fin de saison là, sont quand même sont présentes. Et puis, c'est plus difficile. Mais on prend exemple Poulain qui va jouer une demi-saison, d'aller chercher des joueurs autour. Parce qu'il y a toujours cette fameuse clause. Est-ce que tu es prêt à avoir 2 bons joueurs, mais il faut que tu redonnes 2 choix de première ronde après? Il faut y penser 2 fois. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de négociations en ce moment. Les joueurs qui sont là pour 2 ans, je pense que la valeur est très honnête en ce moment. La valeur se ressemble beaucoup des autres années. Mais c'est évident, là, les Bocage, les Mercer, les Poulains. Je pense que les équipes sont peut-être un petit peu plus sur les breaks à savoir est-ce qu'ils vont jouer jusqu'à la fin de l'année ou est-ce qu'on va avoir des playoffs. Moi, j'y crois qu'on va avoir des playoffs, mais évidemment, on ne peut pas voir le futur en ce moment avec la COVID. Alors, je pense que d'ici la fin de la semaine, les choses vont se replacer pour ces bons joueurs-là. Ils vont se trouver une place. Et puis, je pense que
c'est pas les valeurs à 100 qu'on a eues des dernières années, mais je pense qu'on va avoir quand même quelque chose d'honnête pour Samuel. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire en ce moment? Je ne sais pas si tu peux parler un peu pour nous donner des pistes ou si c'est pas possible. Pour Samuel, je pense qu'il y a 4 clubs en lice. On a eu des offres. Je les ai présentés à mon conseil d'administration. C'était pas satisfaisant pour nous. Alors, on retourne un petit peu à la table à dessin avec les clubs. J'ai des appels quotidiens là, pour Sam. Alors, c'est de bâtir quelque chose qui peut aider les deux parties. Puis, évidemment, on veut que Sam tombe aussi dans un bon fit. Là. Et puis, il a tellement donné du bon hockey chez nous. Alors, je suis assez confiant là, d'ici la fin de la semaine, on va régler le dossier Poulin. Si tu me disais vendredi soir, est-ce que Samuel Poulin va être dans ton alignement, oui ou non? Ben, je pense pas qu'il va être mon alignement, honnêtement. Je pense que où est-ce qu'on est rendu, puis à moins que quelqu'un m'offre juste un choix de deuxième ronde pour ça, mais il va rester chez nous. Mais je pense que les choses, les discussions que j'ai jusqu'à maintenant, je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Et puis, Sam est en confinement jusqu'au 24, alors il ne pourra pas faire partie de la première bulle de toute façon. Et puis, je pense que pour la deuxième bulle, là, je serais vraiment surpris qu'il y ait le chandail du Phoenix sur le dos. Comment toi, personnellement, ça t'affecte tout ça? Tu ne sauras jamais de ce qui s'est passé. Je sais que le deuil est fait de l'an passé, mais là, vous aviez encore une bonne équipe cette année, fondamentalement. Oui, ça n'a pas été une décision facile. Puis même quand on avait échangé Peach au départ, on n'avait pas encore décidé si on avait belle l'opportunité de revoir quelques choix repêchage pour rebâtir, mais on n'avait pas pris notre décision. Mais à force de discuter, j'ai présenté 3 plans à notre conseil d'administration pour décider de rebâtir assez rapidement. Fait que c'est sûr que l'année passée, si la saison s'était terminée avec 40 matchs, je pense qu'on aurait encore ça dans l'estomac ou dans la gorge, mais d'avoir joué pratiquement, il restait 3 matchs à la saison. On a battu des records. On ne verra pas ça à Sherbrooke. Ça va prendre du temps avant qu'on voit une saison comme celle-là. Je pense qu'on a eu quelque chose vraiment d'exceptionnel. Maintenant, la pandémie fait que le nombre de matchs qu'on a joués, je pense que c'était une décision un peu plus facile à prendre là, pour notre conseil d'administration de rebâtir immédiatement. Stéphane, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Puis on espère se voir dans un aréna très, très bientôt. Je pense que c'est notre souhait à tous. Là. Alors, bonne continuité. Écoute, j'ai quasiment le goût de dire bon début de saison au mois de janvier. Je vais être honnête avec toi, c'est le message que j'ai dit à mes joueurs quand on est revenu de Noël. C'est comme si on partait à 0, puis on le voit un petit peu comme ça. À 5 matchs, là, c'est 5 matchs hors concours qu'on a fait, puis on les a tous perdus. Fait qu'il ne faut pas être pire. Merci beaucoup. Alors voilà Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke, qui, comme vous l'avez entendu, confirmé là, que Samuel Poulin sera échangé. Il a parlé de 4 équipes. C'est certain là, qu'on connaît les équipes qui ont l'intérêt là, présentement à s'améliorer. On a parlé beaucoup dans les rumeurs de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Foreurs de Val-d'Or ont tellement ajouté d'éléments. Est-ce qu'ils ont encore des munitions pour payer une transaction qui amènerait Samuel Poulin, évidemment? Justin Robida, oubliez ça. Je sais que c'est un joueur originaire des cantons de l'Est, mais je doute fortement que les Foreurs soient prêts à le laisser aller, même pour l'année prochaine. Les Tigres de Victoriaville, peut-être, pourquoi pas également. Les Tigres qui ont déjà fait un échange avec Sherbrooke pour aller chercher Benjamin Tardif. On devrait être fixé. C'est chose certaine, la semaine prochaine, ça va être réglé. Donc, on va suivre donc cette semaine les dossiers de Samuel Poulin, de Dawson Mercer, de Bocage et de Régis, fort probablement également Rouen Aranda, sans oublier, comme je vous disais tantôt, Joshua Roy. Ça, c'est très nébuleux ce qui se passe présentement du côté des Sea Dogs de Saint John. J'ai envie de vous parler de la Ligue américaine un petit peu. On sait que le début de saison est prévu, si tout se passe bien, le vendredi 5 février. On n'a pas de calendrier pour l'instant. On parle d'une saison sera peut-être, qui sera pas peut-être, qui sera réduite. C'est certain qu'on ne jouera pas 76 matchs. Il y aura 5 divisions. On jouera vraisemblablement pas le même nombre de matchs dans chacune des sections. On parle de certaines sections qui pourraient jouer 42 matchs, d'autres sections qui pourraient jouer 24 matchs. Et je suis tombé en fin de semaine sur un article du collègue Larry Brooks dans le New York Post qui a été relayé par l'agent de joueur Alan Walsh notamment. Si vous avez une chance, allez voir ça sur Twitter, sur le compte Twitter d'Alan Walsh, qui a relayé cet article-là de Larry Brooks, qui mettait en évidence la situation pas facile des joueurs de la Ligue américaine présentement.
Vous avez un joueur de la Ligue américaine qui est sur un contrat à 2 volets, là, un contrat Ligue nationale, Ligue américaine, ben, qui n'est pas dans la Ligue nationale, peut gagner grosso modo 70 000 par année dans la Ligue américaine. Ça peut varier un peu, là, mais ça peut être autour de ça. Là, évidemment, il n'y a pas de hockey dans la Ligue américaine présentement. Il n'y a pas d'association des joueurs de la Ligue américaine de hockey. Là, il y a une espèce d'association des joueurs de hockey professionnels, mais c'est très aléatoire, je vous dirais, cette association-là. Et Larry Brooks mentionnait dans son papier en fin de semaine, et je vais sûrement en reparler aussi à RDS cette semaine, mais je tenais à en glisser un petit mot ici sur la glace. En supposant un joueur d'une équipe de la Ligue américaine là, qui ne s'est pas taillé une place sur la squad de réserve, parce que lorsque tu es sur la squad de réserve de la Ligue nationale, tu reçois, exemple, on prend l'exemple à Montréal, là, si tu as un contrat de la Ligue américaine, comme Cale Fleury présentement, tu reçois ton salaire de la Ligue américaine, mais tu voyages avec l'équipe de la Ligue nationale. Un bonhomme comme Jeffrey Truchonviel, on va vous présenter une entrevue dans quelques instants avec lui, c'est un peu la même chose. Il a son salaire de la Ligue américaine, même s'il est dans la Ligue nationale, parce qu'il est sur le squad de réserve. Et pour tous les joueurs qui ne sont pas sur le squad de réserve, qui sont en attente présentement, ben, il n'y en a pas de salaire qui entre. Et il n'y en a pas de salaire qui est entré depuis le mois d'avril, depuis la fin de la saison l'an passé. Et là, quand tu regardes l'article de Larry Brooks qui mentionne, en supposant que le joueur en question de la Ligue américaine tombe dans une section où les joueurs ne vont jouer que 24 matchs cette année. Ben 24 matchs au prorata d'une saison dans la Ligue américaine à un salaire de 70 000 ça fait un salaire avant impôt de 20 487. Ça n'a aucun bon sens. On parle du seuil de la pauvreté. Là. 20 000 pour une saison de hockey. Si ton équipe joue 42 matchs, tu pourrais aller chercher 35 000 évidemment, avant impôt tout le temps, avant les déductions. Et il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, que ces joueurs-là n'ont pas reçu de salaire depuis le mois d'avril. Alors, les gens de la PHPA, là, de la Hockey Player Professional Association, reçoivent des appels des joueurs qui sont pris avec des paiements d'hypothèque, avec des marges de crédit qui explosent présentement. Et la Ligue nationale ne fait rien dans ce dossier-là. L'Association des joueurs de la Ligue nationale, selon le papier de Barry Brooks, ne vient pas en aide. Il ne faut jamais oublier que la Ligue américaine là, produit environ 90 des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale sont passés par la Ligue américaine présentement. Alors, c'est certain qu'il y a un bas qui blesse dans ce dossier-là en ce moment. Je vois mal comment les joueurs de la Ligue américaine qui vont se retrouver à jouer, faisons une moyenne, là, ça va peut-être être 40, ça va peut-être être 24, mettons une moyenne de 30 matchs, et qui vont recevoir un salaire de 25 000 pour la saison. Ça ne peut pas fonctionner. Là. Certains ont des enfants là-dedans, certains ont des appartements dans les villes. Et je pense aux joueurs du Rocket de Laval présentement là, qui sont sur ces salaires de la Ligue américaine-là. C'est pas évident ce qui se passe présentement. On sait qu'il y a déjà 3 équipes de la Ligue américaine qui ont déclaré forfait cette année, qui ne joueront pas. Charlotte, Milwaukee et Springfield. Alors déjà là, ça coupe des jobs dans certains endroits aussi parce qu'on va envoyer des espoirs dans d'autres formations. On a vu les Panthers de la Floride là, qui sont habituellement basés à Springfield, là, vont envoyer des joueurs au club école de Syracuse du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine. Alors c'est évident que du côté de Syracuse, ben, les joueurs autonomes ne pourront pas signer là parce qu'il n'y aura pas de place pour eux en plus. Bref, c'est une situation qui est loin d'être évidente en ce moment et je tenais à en parler un petit peu. Je n'ai pas de solution miracle à ça, mais je pense que la Ligue nationale, quelque part, devrait peut-être essayer de venir en aide à ces joueurs-là, là, parce que, qu'on le veuille ou non, ces joueurs-là vont être obligés de se trouver un autre emploi. Là. Ils ne pourront pas ne se fier qu'à leur salaire de joueur de hockey. Déjà, en gagnant 70 000 par année, oui, c'est bien, c'est un salaire respectable, supérieur à bien des travailleurs là, au Québec, mais c'est quand même pas des millions. Là. On ne parle pas de millions dans le cas des joueurs de la Ligue américaine. Et là, si on ampute leur salaire de 50 de 65 parce qu'on ne joue pas assez de matchs cette année, je ne suis pas sûr que ces joueurs-là sont admissibles aux programmes gouvernementaux et tout ça. Il y en a qui sont basés aux États-Unis là-dedans aussi. Alors, c'est un méchant casse-tête et Larry Brooks a amené ce dossier-là. Et Alan Walsh, l'agent joueur, qui est toujours aussi spectaculaire sur son compte Twitter, en est venu à la conclusion lui aussi que ça n'avait pas de bon sens ce qui se passait avec ces joueurs-là dans la Ligue américaine. Parlant de la Ligue américaine, on espère également avoir un calendrier là, du Rocket de Laval qui va jouer au Centre Bell un petit peu plus tard cette semaine, c'est à espérer. On espère également à RDS être en mesure de vous présenter des matchs cette année encore de la Ligue américaine, mais ça ne sera pas à la Place Belle. On va jouer ça au Centre Bell cette année à Montréal. Un joueur qui, pour l'instant, n'a pas à se préoccuper de ce fait-là à San Jose, c'est Jeffrey Truchonviel, l'ancien président d'Acadie Batters.
Il s'est taillé une place sur l'équipe de réserve des Sharks de San Jose. Il a connu un excellent camp et je me suis entretenu avec lui depuis Glendale vendredi, où les Sharks ont joué leurs 2 premiers matchs en fin de semaine. Voici donc cet entretien avec Jeffrey Truchonvielle. On le retrouve à Glendale, en Arizona. Il s'aligne pour les Sharks de San Jose. Sur l'équipe de réserve, pour l'instant, Jeffrey Truchonvielle, qu'on a évidemment bien connu dans la LHMQ avec le Titan Acadie Batters notamment. Jeff, comment ça se passe, la vie à Glendale en ce moment? Peut-être, vous êtes t'es avec les Sharks, mais vous ne pouvez pas jouer à San Jose présentement. Comment vous vivez ça présentement, l'équipe, là? Non, c'est ça. C'est sûr qu'à cause du COVID, on peut pas sortir beaucoup, fait qu'on est pas mal pogné dans notre chambre d'hôtel. Mais en tant qu'équipe de réserve, on pratique quand même avec l'équipe. On fait toutes les activités d'équipe sur la glace, hors glace. Fait que dans le fond, on est un peu dans le milieu, puis j'apprécie, puis j'essaie de profiter de ce temps-là avec eux. Tu as passé les 2 dernières saisons à San Jose, mais dans la Ligue américaine avec les Barracudas. Donc, tu es habitué un peu à l'environnement, tu es habitué quand même à comment l'équipe fonctionne. Est-ce que cette année, tu croyais en tes chances de, même s'il n'y avait pas eu d'équipe de réserve, là, de peut-être te tailler une place dans la Ligue nationale? Ouais, ben, je pense que je suis arrivé vraiment prêt au camp d'entraînement. Je suis très satisfait de mon camp d'entraînement. Je pense que j'ai super bien fait ça. C'est sûr qu'on a eu un long été pour se préparer, fait que j'ai essayé d'en profiter le plus possible. Puis je suis arrivé prêt, puis ils sont super contents de moi. Fait que c'est sûr que j'espère pouvoir jouer un match un jour, mais pour l'instant, je continue de travailler. Est-ce qu'on te parle? Est-ce qu'on dit exactement qu'est-ce qui va se passer? Ou vous êtes là comme sur la galerie de presse à attendre quoi que quelqu'un se blesse? C'est un petit peu ça, dans le fond. C'est un peu la même chose quand tu es dans la Ligue américaine, sauf que là, tu es sur place. C'est ça la différence, quoi? C'est ça, exactement. Ben, pour l'instant, on ne le sait pas. Je pense que les autres non plus ne savent pas. Comme j'ai dit, Doug Wilson, il m'a dit qu'il était super content de mon camp. Fait que j'espère dans un avenir rapproché, je vais pouvoir avoir ma chance dans un match. Ça reste à voir. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, je continue de travailler. Puis j'essaie de me tenir prêt comme si j'allais jouer un match demain, euh, par exemple. Les Sharks ont commencé leur saison jeudi soir. Nicolas Meloche, un autre Québécois, a joué son premier match. J'imagine que tu as une bonne relation avec lui. Là. Vous faites partie de l'organisation. Là. C'est son rêve qui s'est réalisé. Puis toi, ben, tu attends ta chance. Là. Ouais, j'étais super content pour lui. J'ai dit un gros félicitations. Il a super bien fait ça aussi. Fait que, ouais, j'étais super content pour lui. Il était vraiment excité. Fait que, c'est ça. Jeff, tu n'as pas passé par le chemin habituel. Tu fais partie de ces joueurs-là qui ont obtenu un contrat en fait, sans avoir été repêché après ta saison de 20 ans. Tu es une preuve, toi aussi, comme plusieurs autres, il y a plusieurs chemins pour se rendre à son but. Là. Ouais, exactement. C'est pas un chemin, puis si ça marche pas, ça marche pas. Dans le fond, c'est toujours continuer à travailler, puis c'est pas seulement par le repêchage que tu peux te rendre à ton but, puis il y a plein d'exemples. Je suis pas le seul exemple comme ça. Comment tu vois ça quand la saison de la Ligue américaine va repartir? T'aimerais-tu mieux rester dans la situation que tu es là, pratiquer avec l'équipe en haut puis pas jouer, ou ça serait mieux comme votre équipe, un peu comme à Montréal, ici avec Laval, l'équipe est proche, la Ligue américaine. Qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Là? Ben, c'est ça, nous aussi, c'est un avantage. L'équipe de la Ligue américaine, on est proche aussi. Ils ont leur camp en Arizona, eux autres aussi en ce moment. Fait que je ne sais pas c'est quoi le plan exactement, mais j'imagine que c'est sûr qu'ils me feraient jouer des matchs si je suis pas si je suis arrêté pendant trop longtemps, ils vont me faire jouer des matchs soit dans la Ligue américaine ou Ligue nationale ou peu importe. Fait que ça reste à voir. C'est sûr que si à pratiquer pendant plusieurs semaines, c'est sûr que ça vient long, mais j'imagine qu'ils ont un plan pour nous, là. Comment ça se passe d'être une chambre d'hôtel tout le temps? Normalement, à San Jose, j'imagine que tu avais ton appartement, puis tout ça, là, vous êtes un peu, ben, pas au milieu de nulle part, mais tu sais, Glendale, c'est pas non plus, pour être déjà allé, là, c'est pas comme Phoenix vraiment, tu es un peu à l'écart, quoi. Comment vous vivez ça? Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est moins le fun. On peut pas aller se promener dans la ville, on peut pas faire grand-chose. Les mesures du protocole sont assez strictes. Fait que c'est ça, on est à l'hôtel depuis le 20 décembre, je crois. Fait que puis là, je pense que nos 2 prochaines semaines sont encore sur la route en attendant qu'on puisse retourner à San Jose en espérant. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on se tourne les pouces un peu dans la chambre d'hôtel, on écoute bien du Netflix, mais c'est ça. C'est la réalité de cette année. Fait que faut vivre avec.
tu vas quand même avoir la chance de voyager, là, Ligue nationale cette année. Ça fait un peu changement, ça aussi. Tu vas vivre ça un peu. Tu vas y goûter un petit peu, dans le fond, hein? C'est ça, c'est comme j'ai dit au début, c'est une super belle expérience. J'essaie d'apprendre le plus possible des vétérans, Logan Couture, tous ces vétérans-là. C'est des très bons exemples. Fait que j'essaie de profiter le plus possible de mon temps avec eux autres. C'est ta dernière année de contrat, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un stress qui se vit un petit peu par rapport à ça quand on est un joueur de hockey qui, comme toi, n'a pas été repêché puis qui est arrivé un peu par la porte de côté puis tout ça, là, puis le fait de ne pas jouer aussi en ce moment, est-ce que ça procure un stress, ça? Non, pour l'instant, j'ai pas de stress par rapport à mon contrat. Comme j'ai dit, j'essaie juste de me concentrer sur travailler, pratiquer, m'améliorer dans les pratiques. Évidemment, on a plus de temps avec les coachs sur la glace, fait que j'essaie de travailler sur les choses que j'ai à travailler. Puis pour l'instant, j'ai pas du tout pensé à mon contrat. La vie à San Jose versus la vie à Bathurst. Parle-moi de ça un peu. Un peu plus de soleil, un peu moins de neige, je te dirais. Non, c'est ça. Écoute, c'est deux villes extrêmement différentes, mais mon passage à Bathurst, il va être dans ma tête toute ma vie. C'était incroyable. Puis à San Jose, c'est sûr que c'est différent, mais c'est super le fun, comme j'ai dit. Il fait beau à chaque jour. Fait que on pouvait profiter de ça avant le COVID, là, mais ouais. Le message que tu aurais pour des joueurs juniors en ce moment qui ont 20 ans et qui ne sont pas repêchés, tu es la preuve que dans le fond, ça peut fonctionner, là. Ouais, exact. Je pense que je suis un exemple de ça. C'est dans le fond, de toujours travailler, jamais lâcher. Puis peu importe si t'es repêché ou t'es pas repêché, c'est d'arriver, si t'as un camp pro, c'est d'arriver prêt, montrer ce que t'es capable, puis ça va venir. Fait qu'on te souhaite quoi? Au moins un match avant longtemps, c'est ça en ce moment? Tu t'accroches à ça, là? C'est ça, c'est ça qu'on espère. Ben, Jeff, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Bonne chance, puis félicitations pour ce que tu as accompli à venir jusqu'à présent. Puis, comme on dit, lâche pas le mot de Cambronne. Merci, Stéphane. Alors voilà donc Jeffrey Truchon-Viel, cet ancien du Titan d'Acadie Batters qui, comme on le mentionnait dans l'entrevue, a passé les 2 dernières saisons avec les Barracudas de San Jose dans la Ligue américaine. Il avait récolté des saisons de 22 et de 30 points. Et présentement, ben, il fait partie de l'équipe de réserve, comme on disait, des Sharks. Il a été le capitaine du Titan d'Acadie Batters, 14 buts en 20 matchs en série en 2018, un élément important là, de la conquête du de la conquête de la Coupe Memorial en 2018 par le Titan. Notre émission tire à sa fin. Avant de vous laisser aller, peut-être quelques petites nouvelles. En fait, toujours pas de nouvelles de l'Ontario et de l'Ouest. À quel moment on va pouvoir débuter la saison? L'Ouest, on parle d'une saison de 24 matchs. On s'est engagé là, dans le pire des scénarios à jouer 24 matchs. L'Ontario, ben, ça devait recommencer en début février. C'était retardé. On a parlé avec André Tourigny la semaine dernière, jeudi dernier, il était notre invité à l'antichambre et j'étais sur le panel. Et c'est pas évident là, pour la Ligue de l'Ontario présentement de poursuivre les choses avec les équipes qui sont basées aux États-Unis, avec les poussées de COVID là, en Ontario présentement. Alors, on est en attente. En passant, lors de cet entretien à l'antichambre, André Tourigny n'a pas fermé la porte à revenir avec l'équipe Canada Junior en 2022. Pour l'instant, il est encore à l'étape de digérer là, ce qui s'est passé le 5 janvier dernier lorsque le Canada s'est fait battre en finale par les États-Unis au compte de 2-0. C'est sûr qu'on va retenir de cette édition-là qu'elle n'a pas gagné, mais ça va peut-être quand même être une des meilleures équipes de l'histoire. On a accordé que 6 buts en 7 matchs. Ça, en soi, est un record là, pour toutes les formations canadiennes. Mais c'est une médaille d'argent à la fin et non une médaille d'or qui est inscrite à côté là, de l'année 2021. Nouvelle également de la Fédération internationale de hockey sur glace. Aujourd'hui, le championnat du monde senior ne sera pas joué au Bélarus. Le climat politique présentement au Bélarus, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pression aussi du commanditaire principal de la Fédération internationale, la compagnie Skoda, qui fabrique des voitures en Europe et qui est associée à la Fédération internationale depuis longtemps. Skoda avait vraiment mentionné si le tournoi a lieu au Bélarus, nous, on va se retirer. Alors, évidemment, l'argent fait souvent foi de tout dans le sport professionnel, mais dans tous les sports en général. Et j'ai l'impression que la Fédération internationale de hockey sur glace là, a répondu
avec cette nouvelle. On ne sait pas encore si la Lettonie va demeurer comme co-organisateur de cet événement. Est-ce qu'on va déplacer ça en Russie? Ça reste à voir, mais ce ne sera pas au Bélarus, ça, c'est certain. J'ai envie d'instaurer une petite nouvelle chronique dans mon balado pour terminer à chaque semaine. Peut-être parler des éphémérides, revenir dans le temps. J'aime ça, fouiller dans les souvenirs. Alors, j'ai été pigé là, dans ma banque un petit peu d'éphémérides de la LHJMQ pour remonter dans le temps. Nous sommes le 18 janvier. Il y a 20 ans aujourd'hui, le 18 janvier 2001, le Scénic de Rimouski congédiait l'entraîneur-chef Doris Labonté pour le remplacer par Guylain Raymond. Ça se passait là, quelques mois, dans le fond, après la conquête de la Coupe Memorial en 2000. Également, le 18 janvier, on va remonter moins loin, l'an dernier, les Wildcats de Moncton avaient inscrit 69 tirs au but dans un match. C'est un record de la Ligue junior majeure du Québec pour un match à l'étranger. Ils l'avaient emporté 7-4 face aux Sea Dogs à Saint John. Et si on prend quelques événements qui se sont passés là, au cours des prochains jours, dans les dernières années, le 19 janvier 2014, le Titan avait congédié l'entraîneur-chef Danny Dupont pour le remplacer par Ron Schulz. Ron Schulz qui dirige aujourd'hui les Cataractes de Shawinigan. En 2018, le 20 janvier, les Saguenayens avaient retiré le chandail d'Éric Pichot, le numéro 35, lors d'une cérémonie avant un match contre Gatineau. Puis on remonte en 98, le 21 janvier, Jean Pronovo faisait ses débuts comme entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda en remplacement de notre collègue Gaston Terrien qui avait démissionné quelques jours auparavant. En 2014, ça c'est quand même une date importante, Zach Foucalé, le gardien de but des Moussets d'Halifax à cette époque, remporte la 100e victoire de sa carrière en seulement 145 matchs. Et ça, c'est un record de la Ligue junior majeure du Québec, gagner 100 matchs en 145 sorties. Ça se passait il y a 7 ans, en 2014. En 1991, donc 30 ans cette année, le 22 janvier, les Tigres de Victoriaville font match nul 5-5 face aux Lynx à Saint-Jean-sur-Richelieu pour stopper à 24 leur série de défaites. 24 défaites de suite à l'époque et on avait réussi à faire match nul pour arrêter tout ça. C'était interminable. C'était dans mes tout débuts à RDS. Je me souviens d'avoir couvert ce match-là. En 2009, le 22 janvier 2009, les Cataractes retirent le chandail numéro 33 porté par Patrick Lalime. À cette occasion, les Cataractes avaient signé une victoire de 8-3 contre les Tigres de Victoriaville. Également, un 22 janvier en 2017, après seulement 46 matchs à la barre de l'équipe, Mario Duhamel est congédié par les Olympiques de Gatineau et remplacé par Éric Landry. Alors, comme ça, à chaque semaine, si le temps le permet, je vais passer des événements comme ça qui ont eu lieu dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors voilà qui complète cette édition de Sur la glace, notre édition numéro 13 de la saison en ce 18 janvier 2021. Merci à Alex Gagnon à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Mes invités, Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke, Bruce Richardson de l'Armada de Blainville-Boisbriand et Jeffrey Truchonviel des Sharks de San Jose. En mon nom personnel, Stéphane Leroux, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, la LHJMQ reprend vendredi. Et la semaine prochaine, on aura des résultats de match à vous divulguer. Merci tout le monde. Salut!